Alors, bienvenue à vous, les abonnés de l'écoferme Le Tournant et les autres. Bienvenue à vous, de toute façon. Il s'est passé deux choses assez inhabituelles dans la dernière semaine. La première chose, c'est que j'ai fait une vidéo puis les gens l'ont regardé, donc j'ai eu plusieurs vues. La deuxième chose, c'est que je me suis torché la COVID, donc j'ai pas pu vraiment faire de vidéo. Et là, je respire mieux, là, tout va bien. Alors, je vous prépare aujourd'hui une vidéo sur le paillage que j'utilise. Car je vous ai peut-être un petit peu menti quand je vous ai dit que je n'utilisais plus de paillage. On va jaser de ça ensemble. Bienvenue dans ce court vidéo. Quand j'ai dit que j'utilisais du compost avec, au lieu d'utiliser du paillage, en tout cas du paillage plus traditionnel, on m'a beaucoup dit que c'était cher le compost, puis que c'était pas tout le monde qui pouvait se permettre d'avoir du compost à portée de main parce que c'était trop cher. Pourtant, si on regarde ici mes bacs à compost, c'est de la vieille tôle, des restants de tôle, des restants de palettes de bois qui sont attachés avec de la corde de bale de foin, qui sont des restants également. Du vieux carton pour empêcher que ça traverse. Ensuite, on a du paillis, pas du paillis, mais des restants de bois d'un émondeur, des restants de tonte, des restants de mauvaises herbes, etc., etc. Donc ici, ce qui m'a coûté le plus cher de tout ça, c'est mon thermomètre à compost. Parce que lui, je l'ai commandé parce que je pense que c'est quand même important de bien contrôler son compost avec un bon thermomètre de compost. Donc, effectivement, j'aurais pu acheter du compost en poche. Puis en fait, j'ai acheté du compost en poche parce que des fois, pour certaines semences, j'avais pas de compost de prêt. Puis là, quand j'ai voulu semer d'autres betteraves, par exemple, ben là, j'aurais pas semé des betteraves dans cette espèce de compost-là, qui est un petit peu trop grossier finalement. Je l'ai utilisé en ce moment pour renchausser les patates, pour les haricots, je vais l'utiliser pour mes tomates et tout parce que ce sont des plants qui sont plus gros, à plus gros déploiement, qui ont comme des grosses tiges, puis qui sont déjà bien établis en ce moment. Mais j'aurais pas utilisé du compost comme ça pour, par exemple, planter des carottes et tout. Donc c'est pas plus cher, mais ça demande une expertise pour apprendre à bien le faire à la maison. On va parler un petit peu de vie du sol. Quand j'ai fait le vidéo sur pourquoi je ne paille plus mon jardin, pourquoi je n'utilise plus la paille dans mon jardin, j'ai été un petit peu accusé, pas par tout le monde, vraiment pas, j'ai eu des beaux commentaires nuancés, mais j'ai été pratiquement accusé je sais pas, quasiment faire l'éloge de Monsanto. J'exagère, là, sauf que quand même, les gens étaient comme « Ah, ben là, si tu utilises plus de paille, tu sais, c'est comme si tu quittais le jardinage écologique et tout. » Pourtant, je jardine mon sol, moi aussi, et je travaille la vie du sol, moi également. Donc, le compostage, utiliser du compost, entre guillemets, paillé, et toujours remettre du compost sur le dessus, c'est pour garder la structure du sol, c'est aussi pour améliorer la vie du sol. C'est comme pour inoculer le sol avec des bactéries, tout le régime fongique, donc toutes les fungi qu'on va mettre également, les champignons, les levures, etc., qui vont dégrader la matière et la rendre accessible aux plantes, tout en plus en donnant un petit peu quand même de matériel un petit peu plus minéralisant aussi à nos plantes. Donc on a un petit peu, on a le côté amendement, puis on a aussi le côté amendement biologique, si on veut, du sol. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup du compost.
Maintenant, on va parler de pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser, ou, oh non, je recommence. Pourquoi moi j'ai décidé d'utiliser un, entre guillemets, paillis, un mulch de compost, donc d'utiliser toujours du compost en surface, mais un compost qui est déjà entamé, contrairement par exemple à du paillis, plutôt que d'utiliser du paillage, peu importe le type de paillage. Alors, je vais vous lister les avantages que j'ai trouvés du compost par rapport au paillis. Le premier avantage n'est pas nécessairement un avantage. Le premier avantage nomme, c'est plus un constat que les deux peuvent être gratuits. Donc, autant la paille peut coûter très cher et être difficile à se procurer, autant la paille peut être gratuite. Donc, le paillage, donc toutes les méthodes dites de mulch ou de paillage vont souvent quand même encourager les gens à utiliser ce qui se trouve autour d'eux. Donc, c'est la même chose avec le compost. Donc, à ce moment-là, c'est pas un avantage, mais c'est un constat que j'en fais. Les deux peuvent être gratuits. Deuxième avantage que je dirais, c'est au niveau des limaces, des vers gris, puis des insectes, par exemple, ou de l'excédent de biodiversité qui peut devenir nuisible dans le paillage. Donc, moi, j'ai eu un beau commentaire d'une personne qui m'a dit moi, je paille à toutes les années. Plus ça avance, hein, plus on nous prétend, plus c'est prétendu que ça va améliorer ton sol. Pourtant, lui, ça l'a amélioré l'expérience des campagnols. Donc, il y a de plus en plus de campagnols, il y a toujours plus de campagnols, puis il perdait un minimum de 30 à 40% de ses récoltes par les campagnols. Donc, ce genre de choses-là, tu ne retrouveras pas si tu utilises du compost en paillage parce que ça ne crée pas un milieu de vie qui est stimulant pour ce genre de nuisibles au jardin. Un autre avantage aussi d'utiliser du compost en paillage, c'est que le compost que j'ai mis, comme vous avez vu, comme on peut même le voir juste ici, comme ce compost-là que j'ai mis en surface, ben on voit qu'il y a encore plein de gros morceaux. On est en fin juillet. Clairement qu'au printemps prochain, je pourrais semer des carottes dans ce rang-là parce qu'il va s'être dégradé avec le temps puis ça va me permettre de semer à la graine plus facilement parce que c'est possible de semer à la graine avec du paillage, mais c'est juste, à mon avis, plus facile de le faire à l'aide d'un semoir que de le faire avec, je sais pas, une autre technique que je ne maîtrisais pas visiblement. Donc, le fait de pouvoir semer à la graine, semer à la semence, c'est avantageux. D'ailleurs, dans mon ancienne vidéo, j'ai dit planter avec les graines, mais qu'est-ce que tu veux, hein? Je suis un Québécois paysan, probablement que je me fourche la langue. Et merci aux personnes qui m'ont remis à l'ordre que c'est pas planter des graines, mais semer des graines. Un autre avantage d'utiliser du compost en surface, c'est que ça conserve la structure du sol, étant donné qu'on pratique le non-labour puis qu'on garde la matière organique sur le dessus. C'est pas nécessairement un avantage par rapport au paillage, parce que le paillage offre aussi cet avantage-là, mais c'est un des beaux avantages, je trouve, d'utiliser un compostage en surface comme ça, mais en partant avec du compost. Un autre avantage d'utiliser cette méthode-là, c'est que, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, j'ai mis à un certain moment donné un paillage qui était fait avec des granules de bois qui étaient trop carbonés. Ça a créé une soif d'azote. Les gens disent « Oh, mais t'aurais pas dû l'enfouir. » Je ne l'ai pas enfoui. C'est juste que ça a créé une soif d'azote. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, mais quand tu mets quelque chose de carboné, un paillage, il faut que tu mettes aussi quelque chose de plus azoté et tout. Bien, ce qui est intéressant dans le tas de compost, c'est que tu crées cet équilibre-là entre le carbone et l'azote dans ton tas de compost. Alors, quand tu vas mettre ton produit, tu n'as pas nécessairement vraiment peur de créer une soif d'azote parce que tu as déjà donné les bonnes quantités de carbone azote
au préalable, ce qui fait en sorte que on n'a pas à craindre la soif d'azote, puis ça fait en sorte aussi qu'on peut le mettre un peu n'importe quand aussi, au lieu d'avoir à le mettre, je sais pas, par exemple, à un moment précis pour éviter de créer justement cette soif d'azote-là. Là, le prochain avantage, c'est un si. Si on réussit à atteindre la zone thermophilique, donc le fait qu'on monte à 145 degrés Fahrenheit, donc probablement 55-65 degrés Celsius. Quand on monte dans ces températures-là, ça tue les mauvaises herbes et ça tue les pathogènes, mais donc ça tue entre autres les mauvaises herbes. Donc, à toutes les fois qu'on va rajouter ce compost-là, comme on peut le voir ici par exemple au sol, mais moi, j'ai désherbé avant, puis ensuite, j'ai rajouté le compost au sol. Ce qui fait en sorte que il y a beaucoup de mauvaises herbes qui demandent à avoir accès au soleil pour germer. Donc, quand on désherbe, on brasse la terre, on fait remonter la banque de semences un peu vers le haut. Et là, il y a d'autres semences qui peuvent germer. Et là, ça y va comme ça. Donc, on dirait que c'est un peu comme un cycle sans fin. C'est un peu ce qui se passe aussi quand on rotoculte un jardin. On remène les semences qui étaient en dormance dans des stades où est-ce qu'ils peuvent se réveiller. Donc, si le compost est bien fait, si on a atteint la zone thermophilique, assez élevé qui fait en sorte que ça tue les mauvaises herbes, mais en mettant un paillage de compost comme ça, qui des fois sera plus dégradé, des fois va être moins dégradé en fonction de ce que j'ai aussi sous la main, puis de la capacité que je vais avoir eu de faire du bon compost. En mettant ce compost-là, ça fait en sorte qu'on rajoute une couche. Donc finalement, comme on ne brasse pas le sol, la banque de mauvaises herbes, la banque de graines de mauvaises herbes qui est présente dans la terre, ben elle attend son moment, puis elle n'arrive pas à l'avoir. Donc ça fait en sorte que on met quelque chose qui est exempt de mauvaises herbes. Il y a beaucoup de paillages, de types de paillages qui sont exempts de mauvaises herbes, puis il y a aussi des types de paillages qui sont pas exempts de mauvaises herbes, ce qui fait en sorte que ça peut on peut amener avec le paillage de la graine de mauvaises herbes, ce qu'on ne fera pas nécessairement avec un compost qui a passé par le stade de la bonne température puis qui a détruit une bonne partie des mauvaises herbes. On va rester dans le thème des mauvaises herbes. Donc, quand on utilise le paillage, comme je l'ai utilisé, c'est-à-dire probablement pas de la bonne façon, parce qu'il y a des gens qui, eux autres, ils ont des meilleurs résultats que moi. Toujours est-il que quand on utilise du paillage, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, les racines des mauvaises herbes, ils partent d'en dehors d'où est-ce que tu as ton paillage. D'en dehors d'où est-ce que tu as ton paillage. D'en dehors d'où est-ce que tu as ton paillage. D'en dehors d'où est-ce que tu as ton paillage. Puis ils s'en vont en dessous du paillage, tranquillement, pas vite, c'est comme insidieux. Puis ils cherchent juste le bon moment, mais ce réseau de racines-là se forme sans nécessairement qu'on le voit. Parce que le paillage, en fait, bloque notre vue de ce qui se passe en dessous du paillage. Donc, pour savoir ce qui se passe en dessous du paillage, il faut un peu comme retirer le paillage, regarder, remettre le paillage, puis encore là, on ne voit pas partout. Donc, un des avantages que je trouve aussi en utilisant un compost comme ça en mulch, c'est que on voit. S'il y a une mauvaise herbe qui sort, je suis capable de la sortir. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a de la... Si je la sors, je la mets dans dans un pot, puis je vais la composter. Donc, je vais la retourner au sol ensuite. Sauf que c'est comme si moi, je contrôle un petit peu l'étape du milieu. Des fois, quand il fait très chaud, tu peux aussi juste passer la binette. La mauvaise herbe, elle tombe, elle meurt, elle sèche, puis elle se fait aussi absorber par le sol. Donc, on voit. Ça, c'est un bel avantage. C'est quelque chose aussi qui m'intimidait, même je dirais, de jardiner avec le paillage quand je l'ai fait, quand je l'ai essayé. C'est que j'étais comme, c'est-tu correct là, ce qui se passe là-dedans, dans ce sol-là, tu sais? Alors, le fait de ne pas pouvoir voir, ça m'emmerdait. Puis c'est quelque chose que je trouve qui est intéressant avec une méthode de mulch par le paillage. Par une méthode de mulch
par le compost, donc de mulcher avec du compost. Une autre chose que j'apprécie à propos du jardinage avec le compost, c'est que c'est comme tu es toujours un peu en train de faire le même cycle, mais pas à l'échelle d'une saison, printemps, été, automne, mais plutôt à l'échelle d'une semaine, de 2 semaines. En fait, c'est comme tu tonds la tondeuse, tu ramasses tu passes la tondeuse, tu ramasses les tondes, tu ramasses les sols, tu mets ton compost une manée en fonction de ce que tu as sous la main. Tu continues, tu sais, tu es toujours en train de créer les nouveaux tas de compost, brasser ton compost. Quand le compost est prêt, prends le compost, on met le compost. Tu sais, c'est plus comme là, j'ai du compost de prêt, je vais en donner à la terre. Plus tard, j'en ai pas, ok, j'en donne une manée, j'en ai d'autres de prêt, je le mets à la terre. Puis, il n'y a pas dans cette optique-là de mauvais moment pour mettre le compost, parce que, comme on l'a dit, il n'y aura pas de soif d'azote. Puis l'autre chose, c'est comme nourrir tranquillement les plantes. Bon, peut-être que si tu viens de semer des carottes, puis qui n'ont pas germé, si tu mets du compost dessus, c'est un peu niaiseux. Mais en général, dans le jardin, il y a toujours une planche qui est prête à recevoir ce compost-là. Alors qu'avec la paille, avec le paillage, en fait, les différents types de paillage, tu sais, je voyais beaucoup dans les commentaires. Mais non, mais moi, c'est parce que c'est pas au printemps que si je mets de la paille au printemps, il y a trop de limaces, mais il faut que j'attende, là, je le mets à ce moment-là. Mais là, à ce moment-là, tu sais, il y a quelque chose de plus précis dans le moment d'amender avec un paillage, alors qu'avec le compost, il y a un peu moins de précision et ça me sied mieux un peu comme jardinier de pouvoir dire je vais en mettre quand je vais en mettre. Pour suivre un petit peu cette logique-là, quand je vais faire du compost au printemps, je vais avoir un certain matériel à mettre dans le compost, certains matériaux à mettre. Quand je vais le faire au milieu d'été, je vais en avoir d'autres. Quand je vais le faire un peu plus tard, je vais en avoir d'autres. Puis à un certain moment donné, je vais vider le fumier de mon poulailler, puis je vais en mettre, puis etc., etc. Ce qui fait en sorte que les différents composts que je vais faire vont être assez variés au niveau des minéraux qui vont avoir dedans, des éléments chimiques qui vont avoir dedans, mais ils vont être aussi relativement variés au niveau du type de vie qui peut être dedans. Donc, il va y avoir des gros bouts, des bouts un peu plus gros de copeaux, ça va être bon pour tout ce qui est fongique. Les bouts un peu plus courts d'herbe, ça va être pour autre chose. Quand je vais mettre de la courge, mes courges vont mourir, ben, je vais prendre les restants de feuilles de courge, puis de ci, de ça. En les mettant dans le compost, ben ça fait en sorte que je mets une variété de nutriments dedans, une variété de vie fongique et bactérienne également dedans. Alors, mon sentiment, c'est que quand on utilise, par exemple, mettons quelqu'un, lui, il prêche par le paillage, avec de la paille, exemple, ou avec du mulch de BRF ou de ça, ben c'est un peu moins varié, je pense, la vie de micro-organismes que t'amendes à ton sol tranquillement, pas vite. Donc, ouais, j'aime l'idée de penser qu'il y a toujours comme ce qui se passe un peu à l'extérieur, mais on le met dans le compost, puis éventuellement on le met dans le jardin, ce qui fait une belle variété de vie microbienne dans mon sol. On passe maintenant aux désavantages, parce qu'il y a nécessairement des désavantages à utiliser cette méthode-là. Parce que quoi? Il y a des désavantages dans toutes les méthodes. Et ça, c'est vraiment important. Si vous trouvez un YouTuber qui vous dit, regarde, ça, c'est bon pour ça, puis qui prend pas le temps de dire c'est quoi les problèmes qui viennent avec la méthode qu'il propose, ben nécessairement, il y a peut-être un petit peu de malhonnêteté dans cette façon-là. Dans cette façon-là de présenter un peu les méthodes de jardinage. Donc, oui, il y a des désavantages. Un des désavantages, c'est que ça demande une certaine expertise de bien faire son compost. Je pense que ça s'acquiert bien, mais quand même, au début, on peut être un petit peu intimidé par ça. Mais l'autre chose aussi, c'est comme on doit le compostage correct, c'est un processus qui est aérobique, donc en contact avec de l'oxygène, ce qui fait en sorte qu'on doit brasser le tas de compost quelques fois, puis c'est quand même une job qui est assez rinçante. T'sais, on peut dire que c'est quand même c'est physique. Donc, il y a peut-être des gens qui vont trouver ça trop physique, par exemple. Des fois, si tu n'as pas le temps de le brasser ton tas de compost, c'est pas grave, tu le feras quand tu as le temps. Le plus tu brasses, le mieux que c'est. Mais comme c'est physique, des fois, c'est comme... On dirait que ça se place mal un peu dans un horaire. On a toujours plein de choses à faire. Puis là, une année, c'est comme « fuck, il y a le compost à tourner. » Fait qu'il y a ce côté-là qui est quand même un désavantage. Ça prend aussi beaucoup
beaucoup de compost quand même, parce que si on veut feeder des grands jardins, ben ça prend beaucoup de compost. Fait qu'il faut toujours être en mode compostage. Fait que quand on tombe par exemple la pelouse, ben là, toutes les fois qu'on remplit le sac, on va mettre ça dans la pile, puis ça fait en sorte que ça rallonge un peu aussi les moments où est-ce qu'on va tondre la pelouse. Quand on désherbe aussi, on met les mauvaises herbes de côté, on va mettre ça dans le tas. Donc alors que, tu sais, si par exemple les personnes faisaient du compostage en surface, ça serait plus simple peut-être pour eux de juste mettre ça à côté, peut-être, je sais pas, je dis ça. Fait que ça peut être quand même une désavantage. Fait que c'est pesant, c'est lourd, ça se met mal dans un horaire. Ça manque beaucoup de place aussi. Quelqu'un qui aurait pas beaucoup de place, une toute petite cour, ben peut-être qu'il pourrait prendre son paillage puis le mettre déjà un peu partout, puis c'est comme un peu réglé, tandis que dans le cas du compostage, ben ça, tu sais, moi j'ai 3 bacs en ce moment, j'aimerais ça en avoir 10 peut-être au final. Bon, ça fait en sorte que ça fait beaucoup de gestion quand même pour quand même relativement bien faire ça puis avoir les quantités nécessaires. Aussi, les bacs à compost que j'ai faits sont absolument pas esthétiques. En général, le compost, c'est pas quelque chose de particulièrement esthétique. Ça va amener aussi des fois des nuisibles. Il va y avoir un peu plus de mouches. C'est pas supposé à amener des mauvaises odeurs. S'il y en a, ça veut dire que tu es en train d'être en aérobie. Sauf que quand même, ça peut dégager. C'est pas tout le monde qui aime ça, là. On s'entend là, quand même. Là. Faire du compost, tourner ça, arroser du compost. Une manée aussi, on dirait que c'est une petite tâche supplémentaire de plus. Là, des fois, je passe, fudge, il va falloir que j'aille checker mon compost, il est assez humide, il est pas assez humide, ok, mais j'arrose un peu mon compost. T'sais. Il y a peut-être comme cette charge supplémentaire-là qui vient, qui est également quand même un des avantages. En conclusion, je pense que c'est important de mentionner quelque chose parce que là, on apprend quand même à se connaître. La plupart des personnes ont juste vu une vidéo que j'ai fait, mais je suis pas un pro. Je suis pas un professionnel. Parce que par définition, un professionnel, c'est quelqu'un qui vit de ça, qui vit de sa récolte. Puis, on pourrait être un professionnel du jardinage qui vit des vidéos YouTube. On pourrait être un professionnel du jardinage qui vit des formations qu'il donne. Mais moi, je suis pas un professionnel du jardinage qui vit des récoltes qu'il va faire. Donc, je le fais dans un projet d'autosuffisance, mais je veux juste vous le dire parce que je voudrais pas, par exemple, que quelqu'un se dise « Ah, j'ai un projet de ferme, cool, j'aime bien ce que Vincent présente, je vais m'inspirer de ça pour démarrer comme une entreprise. » Mais faites-le si vous voulez, là, mais c'est vraiment pas ça que je vends. Là, je pense que c'est important de le mentionner que vous me suivez dans ma chaîne, dans mes expériences pour essayer de trouver des occasions de faire du jardinage le plus écologique possible, le plus rentable possible et tout, mais c'est à l'échelle d'un hobby puis d'un individu. Donc, je pense que, tu sais, il y a quelqu'un dans un de mes commentaires qui était comme putain de pseudo-jardinier, putain, blablabla, tu sais pas de quoi tu parles et tout. Bon, regarde. En même temps, c'est quoi, il y a comme quand même un peu raison, tu sais, je suis pas un agronome. Je suis un nerd, je suis quelqu'un qui aime ça, découvrir des choses, mais je suis pas un agronome, puis je voudrais pas non plus que vous preniez mes conseils en mode je me pars une entreprise, puis je vais prendre ces conseils. D'ailleurs, les plants que je plante sont beaucoup des plants qui sont pas rentables à avoir dans une entreprise, comme les haricots, avoir ces haricots secs pour l'année, là, faire ça en main, là, c'est complètement non rentable. OK, donc moi je veux faire des expérimentations, je veux vous tenir au courant, je veux qu'on ait une discussion par rapport à ça, et c'est un peu ça le but de ma chaîne. Cela dit, il y a des gens qui ont vraiment vécu de leur ferme en utilisant des méthodes relativement similaires à ce que j'utilise en ce moment, entre autres Richard Perkins, Charles Dowdin, ainsi que Farmer Jesse, puis ont rencontré à travers leur expérimentation puis leur chaîne YouTube qu'ils ont d'autres gens qui faisaient ça. Je me rends compte que les noms que je viens de vous donner, c'est des noms anglophones. Et justement, je vais faire appel à vous. Est-ce que vous en connaissez des francophones qui font ça? Parce que j'ai l'impression que c'est comme une méthode qui est vraiment
plus populaire chez les anglos que chez les franco. Donc, si vous connaissez des francophones qui font du mulch de paillage, j'aimerais que vous me le disiez dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que je serais intéressé quand même à aller voir leurs vidéos, puis à m'inspirer de ça aussi pour mes prochaines vidéos, puis les prochaines choses que je vais faire aussi dans mon jardin. Puis pour conclure, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah, mais tu sais, la tonte, tu peux juste la saupoudrer, donc pas l'utiliser nécessairement en paillage, mais plutôt comme la saupoudrer, la mettre comme finement et la faire nourrir pour nourrir ton sol plutôt que pour, mettons, pailler. » Et je dois dire quand même que c'est une très bonne idée puis que je risque de l'essayer. Comme quoi, je suis pas quelqu'un qui est borné puis qui a vraiment comme quelque chose un point qu'il veut absolument vendre à tout prix. C'est pas ça le but. Je suis content d'avoir vu ça dans les commentaires puis je vais peut-être l'essayer au courant des prochaines journées, peut-être en fonction de ce que je vais être capable de me procurer aussi puis du temps que je vais avoir. Sur ça, bonne continuité et bon jardinage!